Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire des malversations financières en Mauritanie. L'association Sherpa, qui accusait le président et ses proches, est désormais soupçonnée d'avoir accepté de grosses sommes d'argent de la part d'hommes d'affaires locaux. À l'approche de la présidentielle au Cameroun, les partis politiques commencent à désigner leur chef de file. Pour le Social Democratic Front, le choix doit se faire entre Joshua Ozi et John Frou Ndi. Et puis en Afrique du Sud, la ville du Cap pourrait bientôt se retrouver sans eau. Les autorités qui ont annoncé le problème mettent en place diverses solutions pour éviter le risque. Mais tout d'abord, le 30e sommet de l'Union africaine s'est clôturé lundi 29 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. La rencontre qui s'est ouverte le 28 janvier a été marquée par la prise de fonction du président Paul Kagame, qui remplace ainsi son homologue guinéen à la tête de l'institution. La problématique de la sécurité était au cœur des discussions ces 2 jours. Autre sujet important évoqué, la lutte contre la corruption ainsi que l'autofinancement de l'institution. Un projet de taxe à l'exportation sera étudié prochainement. Rebondissement dans l'affaire des malversations financières en Mauritanie. L'association Sherpa, à l'origine de la plainte, vient d'être accusée à son tour d'avoir reçu illégalement de grosses sommes d'argent de la part d'un homme d'affaires mauritanien. Sherpa a récemment ouvert une enquête sur le chef de l'État et ses proches pour des détournements d'argent. Le point avec Mariama Dramé. L'association Sherpa au cœur d'une vaste affaire de corruption. Dans l'une de ses publications datée de septembre 2017, l'association dénonce des faits de corruption en Mauritanie. Le rapport est accablant et vise directement des autorités mauritaniennes et des proches du président de la République. Tous sont accusés de malversation financière. Mais seulement en janvier 2018, suite à une enquête du Journal du Dimanche, un journal français, on assiste à un rebondissement dans l'affaire. Le Journal du Dimanche pointe du doigt l'avocat William Bourdon de l'association Sherpa qui aurait reçu des versements financiers de l'homme d'affaires mauritanien Mohamedou Bouamoutou. Il fait partie d'un certain nombre de mécènes qui nous aident, mais nous ne l'avons pas attendu pour nous intéresser à la Mauritanie. Si l'association Sherpa est visée dans l'affaire, c'est parce que, suivant des documents des enquêteurs, plusieurs flux financiers auraient été enregistrés entre Sherpa et son mécène visant en priorité le financement d'une enquête en charge sur la Mauritanie. La preuve à l'appui du journal du dimanche, c'est un courrier daté du 23 janvier 2014, écrit par Bourdon, où il dit « Cher Mohamed Bouamoutou, cher Mohamed, je reviens vers vous pour les frais. Ils ne sont plus liés à l'affaire de la Mauritanie Airways, mais aux investigations menées par l'association Sherpa Sirkin Ross, une compagnie minière canadienne opérant en Mauritanie. Et d'autre part, pour l'enquête de la commission d'enquête citoyenne, il faut donc que tu fasses 2 virements différents. Le premier de 50 000 € à Sherpa, dont il y a déjà les coordonnées bancaires. Au total, 100 000 € ont été versés à l'ONG à cette occasion. Donc, dans cette preuve où on entend un ton de familiarité entre les deux hommes, s'ajoute à toutes les autres que j'ai déjà citées. Pourquoi cet intérêt nouveau pour la Mauritanie et où était Sherpa pendant les années noires de la gouvernance en Mauritanie. Donc l'intérêt de l'ONG pour la Mauritanie n'a commencé qu'en 2013 lorsque le groupe BSA a constitué Maître Bourdon dans une affaire de faillite de l'une de ses filiales portée devant les tribunaux mauritaniens et a ensuite Maître Bourdon a été constitué également contre la direction des impôts suite à un redressement consécutif à la découverte d'une évasion fiscale dans laquelle avait trempé le groupe Bouamoutou. Sherpa, déjà indexé sur le bien fondé de ses actions et de manipulation de témoins dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis face à la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo, se serait bien passé de cette révélation sur le dossier de la Mauritanie. L'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour octobre 2018. Dans les QG des différents partis politiques, l'heure est à la désignation des candidats et c'est le cas au sein du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, qui va devoir trancher entre 2 candidats, le vice-président du parti, Joshua Ozi, et John Frou Ndi, le président du SDF. Les précisions avec Corinne Kamseux.
À 50 ans, Joshua Ossi, vice-président du Social Democratic Front SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, pourrait représenter son parti lors de la présidentielle qui devrait se tenir en octobre 2018. Son intention, il a affirmé au cours d'une conférence régionale du parti qui s'est tenue ce dimanche 28 janvier à Douala. Mais le doute persiste quant à la validation de sa candidature. Ni John Frondi, président national du parti, celui-même qui a conduit à 4 reprises son parti aux élections présidentielles, n'a pas encore clarifié sa position. Je pense qu'il faut absolument du sang neuf pour essayer de relever le défi du XXIe siècle, pour arriver ce pays au XXIe siècle. Nous avons un leadership aujourd'hui qui est complètement déphasé de réalité du monde d'aujourd'hui. Et donc, il est important, justement, d'être dans cette posture-là et de dire, s'ils ne veulent pas changer, il faut offrir quelque chose de tout à fait neuf, quelque chose de beaucoup plus en phase avec les réalités de notre temps. Le duel Frondi aussi n'est pas nouveau. Le premier, soutenu par les caciques du parti, n'a pas toujours apprécié les interventions médiatiques du vice-président qui lui ont permis de gagner en popularité auprès de l'opinion publique. En tant que président national du parti, il est tenu à soutenir tous les candidats du parti. Fait connaître mon intention d'être candidat à la candidature. Cela ne fait pas de moi encore un candidat. Et donc je pourrais réellement me mettre en position de campagne et de vanter les mérites de cette candidature une fois que cela sera fait. Donc, vous comprendrez volontiers que pour l'instant, il faut rester dans le cadrage de la discipline du parti. Nous ne parlons pas en ce moment de faire campagne. Nous donnons juste des indications quant à notre volonté de nous porter candidat. Il faudra donc attendre la tenue du congrès national du parti dès le 22 février prochain, congrès au cours duquel seront organisées des primaires pour être fixés sur la candidature du SDF à la présidentielle. Toujours au Cameroun, c'est dans la région du Nord que la phase pilote du projet de création de bureaux municipaux de l'emploi sera mise en place, élaborée entre autres par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'initiative vise avant tout à lutter efficacement contre le chômage, mais elle s'inscrit aussi dans le processus de décentralisation. Les détails avec Corinne Camseux. Des bureaux municipaux de l'emploi, c'est une nouvelle initiative que le gouvernement camerounais, en collaboration avec des institutions du développement local, va mettre en œuvre pour faciliter la recherche d'emploi au niveau local. Un accord entre les différentes parties prenantes à ce projet a été signé ce 24 janvier pour sa mise en œuvre dans 3 communes pilotes, à savoir Ndop dans le nord-ouest, Mokolo à l'extrême nord et Yaoundé 2 au centre. Les politiques d'emploi doivent s'adresser aux personnes les plus à même à chercher de l'emploi, c'est-à-dire les jeunes. Et les jeunes sont dans la plupart des pays africains, notamment au Cameroun, dans l'ensemble du territoire. Donc, délocaliser les institutions de la recherche qui participent à la mise en œuvre des politiques de l'emploi est quelque chose de judicieux. Maintenant, en juger de l'efficacité, vous savez, nous, on est obligé d'évaluer. Oui, ça peut être efficace. Si c'est bien fait, ça peut être efficace. Ça apporte tout simplement l'institution à côté de la première personne qui en est demanderesse, c'est-à-dire les premiers ressortissants sont les jeunes et les jeunes sont dans l'ensemble du territoire national et du territoire camerounais. Donc on ne pourrait pas les ramener tous en ville. Les bureaux municipaux de l'emploi vont répondre à une problématique prégnante au Cameroun, celle du chômage. Mais cette initiative a surtout le mérite de mettre en œuvre et d'accélérer le processus de décentralisation dans le pays. L'un des problèmes qu'ont toutes les mairies et tous les problèmes de décentralisation, c'est la masse critique. Et voilà qu'il y a une masse critique au niveau local qui pourra permettre de résoudre et de pouvoir permettre d'élaborer, de mettre en œuvre les politiques publiques locales. Donc c'est une bonne initiative. Le fait de ramener au niveau local ne peut pas être un handicap. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on n'a jamais dit que la personne qui cherche l'emploi n'a pas de mobilité. Il peut aller chercher ailleurs, il est libre de chercher partout où il veut. Et là, on lui donne un choix supplémentaire, celui de chercher aussi là où il est.
ce qui réduit les coûts en termes de mobilité, ce qui permet une plus grande décentralisation. Concrètement, ces bureaux municipaux de l'emploi serviront de centre d'information et d'orientation pour les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants du secteur informel et les personnes à la recherche d'une mobilité ou d'une reconversion professionnelle. Les habitants du Cap en Afrique du Sud pourraient ne plus disposer d'eau courante d'ici le 12 avril 2018. C'est ce qu'ont annoncé les autorités nationales qui agissent pour éviter ce problème, mais aussi pour mettre en place plusieurs alternatives. Plus d'explications avec Ashley Duprat. Comme chaque jour, depuis l'annonce de la baisse des réserves d'eau, les Captoniens forment de multiples files d'attente pour s'approvisionner en or bleu. Après 3 années quasi consécutives de sécheresse, cet approvisionnement devient d'autant plus nécessaire avec l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions qui limitent la consommation quotidienne des habitants à 50 litres à compter du 1er février. Nous avons dit aux gens de s'assurer d'avoir des stocks d'eau potable chez eux d'une capacité d'au moins 10 litres par personne. Les habitants doivent également se renseigner auprès de leurs voisins pour savoir qui dispose de tel ou tel point d'eau afin qu'ils puissent se partager et consommer de l'eau ensemble. À l'origine de telles mesures, la menace grandissante d'un Day Zero, c'est-à-dire un jour où l'eau courante ne coulera plus dans les foyers des 4 millions d'habitants du Cap, car les réserves d'eau seront tombées à 13%. Un Day Zero qui obligerait les habitants à se rendre aux quelques 200 bornes fontaines que la municipalité met en place pour des rations quotidiennes de 25 litres. La municipalité justement qui, face à la menace grandissante, a pris toutes les dispositions possibles pour éviter ce Day Zero. La plupart des équipements ont été livrés et montés au début du mois de décembre. Le travail avance bien. Si les habitants combinent leurs efforts avec les nôtres, c'est-à-dire en utilisant nos points d'accès à l'eau, tout en réduisant de manière drastique leur consommation, nous pourrons éviter collectivement le Day Zero. En dépit des efforts consentis par les habitants et les autorités du Cap, le redoutable Day Zero se rapproche. Il faut dire qu'actuellement, le niveau des barrages alimentant la ville est à 15,2%. Initialement prévu le 13 mai, le Day Zero a été avancé au 12 avril par les autorités. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.